Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent M. Dramane Diarra. Il est président de l'Alliance des Générations Démocratiques du Mali, AGDM, également membre très actif au niveau de l'appel du 20 février. Il est à sa deuxième comparution devant notre auguste jury. Monsieur Diarra, merci d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Sidibé. C'est avec plaisir et honneur que je me prête à votre prestigieux exercice. Pour la deuxième fois. Avec moi pour vous interroger, Eladj Chana Takiou, pas Oussaz, mais Eladj Chana Takiou. Oussaz Eladj Chana Takiou, il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Eladj. Bonsoir Barou. Maintenant c'est le prix El Hach. C'est Oussaz Eladj. Oussaz Eladj, hein? Subhanallah. Alhamdulillah. Abdourahmane Keïta, quant à lui, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Il n'a fait pour le moment aucun tour au niveau de la Mecque. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Que Dieu lui facilite cela. C'est très important. Et je suis Oumar B. Sidibé. Toi non plus. Moi non plus. Il faut y songer très vite. J'y pensais. Inch'Allah. Je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Monsieur Diarra, votre observation sur la composition du jury? Aucune observation singulière. Oui. Comme je l'ai dit lors de mon premier passage, oui. Je suis plus ou moins en terrain connu, oui. Malgré mon statut peut-être de néophyte à grand jury, mais un grand habitué du groupe Renouveau. Oui. Je me réclame des pionniers pour la relance des activités de ce groupe-là, justement, aussi bien au niveau de la télé qu'au niveau de la radio. D'accord. C'est avec plaisir que je me retrouve pour être évalué par votre jury prestigieux. Abdourahmane Diarra à nouveau devant le grand jury. Bon, effectivement, nous aussi c'est avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons ici. Oui. Avec quand même un petit détail, il n'est pas donné à tous nos invités de venir 2 fois après seulement deux passages d'intervalle entre ces 2 passages. Ça veut dire qu'il a réellement il a beaucoup de choses à nous dire. Et je pense qu'entre-temps aussi, puisqu'il avait donné bonne impression la dernière fois, entre-temps beaucoup d'eau a coulé également sur le pont. Et beaucoup de choses se sont déroulées qui peuvent encore atténuer ou nuancer ses positions sur certaines choses. Il sera jugé à l'aune de cela. Et je pense aussi que la présence de Chana ici peut avoir aussi son effet. Chana n'était pas là pour la première fois? La dernière fois, non, Chana n'était pas là. Effectivement. Ouais, donc ça fait un peu la différence. Voilà, donc je pense que tout est... Je crois qu'il y a une histoire particulière entre Chana et l'invité. J'ai ouï dire qu'il y a... Je vais l'interpeller, je vais poser par rapport à ça, parce que c'est vrai que... vous arrachez la parole déjà? J'ai connu, il a terminé, j'ai connu le magistrat, le militant très engagé dans les organisations sociales. J'ai connu le magistrat, je l'ai suivi en Commune 4 où à l'époque j'étais grand reporter à l'Indépendant, il y avait 2 carrés entre nous. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, le pouvoir s'est servi de lui aussi pour mettre en prison le vérificateur général d'alors, Sidi Soso Diarra. Je pense que c'est l'occasion d'évoquer la question pour davantage de compréhension par rapport à ce sujet. J'ai envie de vous laisser la parole pour enchaîner directement. C'est le pouvoir qui vous s'est servi de lui. Il va poser la question. Absolument pas. Il va poser la question. Absolument pas. J'ai dit avant. C'était tout le Monsieur Diarra, on va laisser Chana poser sa question. Avant cette question, allez-y. Je voudrais lui poser une question par rapport à nos amis sénégalais. Aujourd'hui, le Sénégal, qui était une vitrine démocratique, a d'énormes difficultés au niveau de son processus électoral et au niveau de sa justice qui est instrumentalisée par le pouvoir. Vous, en tant que magistrat, quelle lecture faites-vous de la décision judiciaire qui a mis le Sénégal à feu à sang avec
30 morts pour certains et 16 morts côté officiel. Je dois dire d'abord que pour ce qui concerne le Sénégal, il est vrai que pour celui qui connaît un peu l'environnement institutionnel sénégalais, et même, je dirais, le peuple sénégalais, le Sénégal a longtemps flirté avec le danger. Parce que j'étais déjà observateur en 2009, lors des régionales communales, où Khalifa Sall a pris la mairie de Dakar devant Karim Wade. Et à tout hasard, Karim Wade est venu voter dans les bureaux où j'observais. Donc, pour dire que déjà à cette époque, il y avait trop de violence verbale dans les élections au Sénégal. Mais nous, on n'était pas habitués à ça. Au point qu'on était effrayés, mais les Sénégalais nous ont dit c'est toujours comme ça au Sénégal. C'est très féroce verbalement, tradition de mais on n'arrive pas à la violence. Cependant, la violence est contagieuse. Parce que si on observe bien, il semble que cette violence-là n'a pas couvé qu'à l'interne, d'après ce qu'on entend. Et il est vrai aussi que la violence dans la sous-région. Donc c'est une violence contagieuse, mais ce qui est sûr, l'instrumentalisation de la justice, c'est ce qui est à combattre dans tous nos États. Parce que c'est pourquoi nous nous battons ici pour que notre justice ne soit pas instrumentalisée. Justement, le dernier rempart, c'est la justice. Lorsque elle rompt, mais tout est foutu dans le pays. Donc c'est un peu cela aussi qu'on assiste au Sénégal. La justice doit se reprendre. Quel commentaire faites-vous déjà du verdict qui a condamné Sonko à 2 ans de prison pour de la jeunesse? Oui, mais le verdict, je l'ai un peu suivi. Oui. Et sur le plan purement droit, c'est bien possible que cette décision-là puisse être. Oui. Voilà, parce que le fait de disqualifier existe bien en droit. Disqualifier le viol et l'assassinat pour requalifier les faits. Juridiquement, c'est faisable. Oui, la disqualification... Mais le début même du processus, les accusations de viol, est-ce que ce n'est pas un montage politique grotesque qui a conduit à cette situation de même requalification des faits? Tout ça, en tant que magistrat, une fois que les faits sont devant la justice et que la justice analyse ces faits, la qualification lui revient. Parce qu'il ne s'agit pas... On n'est pas tenu par les premières qualifications. Donc les faits peuvent d'ailleurs corroborer les premières qualifications, mais aller au-delà. Mais les faits peuvent être en deçà aussi des premières qualifications. Donc c'est pourquoi, sur le plan purement droit, ça peut se justifier. Effectivement, vous avez fait une question qui m'a toujours taraudé et que je n'ai pas eu l'occasion de vous poser la dernière fois. Oui. C'est qu'en réalité, vous avez aussi une expérience d'observateur. Je Absolument. suppose que vous étiez au Sénégal dans le cadre de l'APEM. Oui. L'APEM que vous disputiez à un certain moment avec un certain Sango et vous lui avez arraché, mais on a comme l'impression que vous lui avez arraché pour rien. Puisqu'on ne voit plus l'APEM aujourd'hui sur cette scène des observations comme elle était aussi active par le passé. Mais ça, c'est une fausse impression. Le réseau APEM n'est pas une organisation comme tout autre. Le réseau APEM, c'est le premier grand creuset de la société civile en matière d'observation, de promotion, de promotion de la démocratie, des élections. Donc, qui est né depuis 1996, mais vous connaissez l'environnement du financement des organisations. Nous sommes une organisation patriotique qui s'est autofinancée en 1997, lors du premier tour des législatives de 1997. Législative bâclée. On s'est autofinancé et c'est en partie grâce à nous que la Cour constitutionnelle a pris son courage à 2 mains pour annuler ce processus-là, parce que quand des radios internationales comme Africa numéro 1 et France RFI disaient que tout se passait bien, nous avons porté la voix pour dire que l'essentiel manquait parce qu'il y avait jusqu'à des listes électorales qui manquaient. Donc on a dénoncé et nous sommes fiers de ça. Oui, mais ça c'est le passé. Aujourd'hui, ça c'est le passé. Oui. Non, mais ne vous en faites pas. D'ailleurs, aujourd'hui, le réseau APEM a mobilisé avec l'administration aujourd'hui 169 millions pour le processus actuel. Seulement, et mercredi dernier, quand nous étions là, on devait lancer ce programme-là. C'est pour la formation de 259 magistrats et greffiers.
pour le contentieux électoral devant les juges judiciaires, les juges administratifs et les juges constitutionnels. Donc c'est toute l'étendue du territoire. Mais malheureusement, il y a des questions de personnes aujourd'hui au ministère de la Justice. Mais vous n'êtes pas en train de vous contredire en disant que c'est auprès de l'aménagement que vous avez mobilisé alors que vous pensez que vous autofinancez. Oui, mais l'autofinancement intervient quand il n'y a pas de financement étranger. Sinon, credo, vous avez dit votre credo, c'est l'autofinancement. Non, pas du tout. Mais le réseau appelle à mobiliser, même souvent en ligne, des montants de 150 millions en ligne avec le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Donc pour dire que ce n'est pas à tous les coups qu'on a des financements, mais même si on n'a pas de financement, on observe. D'accord. En 2018, on n'a pas de financement, on a pourtant observé la présidentielle. Donc avec des conclusions, on avait conseillé qu'il valait mieux ne pas aller à ces élections de 2018 que d'aller vers des élections mal faites dont les conséquences allaient être fâcheuses pour le pays. Et ça a été. D'accord. Et à la veille de ces élections-là, on a aussi formé des candidats et leurs mandataires par rapport au contentieux devant la Cour constitutionnelle. Ça, on n'avait pas vu pareil auparavant. Et c'est une formation qui a produit des effets aussitôt après la fin de la session, parce qu'il y a des candidats recalés qui ont été repêchés grâce à cette formation. D'accord. Vous vouliez dire tout à l'heure qu'il y avait des problèmes de personnes, que vous avez une formation en direction des magistrats et greffiers, comme aujourd'hui vous êtes en difficulté avec votre département de tutelle, apparemment, le pouvoir, sinon le ministère de la Justice, a donné des instructions pour que les magistrats ne répondent pas à votre appel. Non, pas que les magistrats ne répondent pas, mais puisqu'on nous a dit de sursoir, à 48 heures du lancement de l'atelier inaugural, l'atelier de Bamako, on nous a dit de sursoir. C'est qui? Je dis le ministère, notamment le secrétaire général du ministère. Voilà. Pour quel motif? On ne peut pas vous dire de sursoir. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'étendre sur ça. Je vous ai dit, qu'est-ce qui a bloqué pour l'instant? Il n'est d'ailleurs pas dit que c'est infailliblement bloqué. Mais il faut dire, comme vous avez dit aujourd'hui, qu'est-ce que le réseau fait. Donc on vous a dit ce que le réseau fait. D'accord. Donc ça c'est notable. Allez-y, enchaînez. Draman, en tant que procureur, magistrat. Est-ce que c'est parce que votre sujet vous paraît un peu mince pour que... On va venir. On va en venir, allez-y. On va en venir. Ok. Et en tant que procureur à l'époque, j'avais suivi l'interpellation de Sidi Soso Diarra, ancien vérificateur général. Oui. Il a été convoqué par vos soins. Et vous avez eu peut-être le courage, parce qu'à l'époque, Sidi Soso Diarra se plaignait. Nous sommes en quelle année déjà? En 2009. 2009. Oui. Sidi Soso Diarra se plaignait du fait que le vérificateur faisait beaucoup de rapports, incriminait beaucoup de gens. La justice refusait de faire son travail. Les gens ne sont pas arrêtés. Au lieu d'arrêter les corrompus, les voleurs, c'est le vérificateur général lui-même qui a été arrêté, interpellé par Draman et jeté en prison avec les malfrats. Avec cela même que lui, son travail a conduit en prison. Il l'a jeté en prison. Il a franchi les pas. Il est rentré. Il va poser la question. Il est rentré. Posez la question. J'ai suivi le combat de Sidi Soso Diarra du tribunal de la commune 4 jusqu'à la prison. Il est rentré, porté de la prison. Et lui, c'est lui qui avait déposé le mandat de dépôt. D'accord. Pourquoi une telle décision contre une telle personnalité qui était aimée des Maliens à l'époque, qui faisait un bon travail, au lieu de traquer les corrompus? C'est le vérificateur général que vous jetez en prison. La question est bien posée, allez-y. Oui, mais quand vous êtes parti me voir, vous n'avez pas pu poser cette question-là. Ces jours-là. Et je comprends aujourd'hui qu'avec le temps, et peut-être que vous vous êtes fait une autre raison. Ça, ce n'était pas cela l'objet de son interpellation. Non. Mais il y avait, dans ce dossier-là, d'ailleurs c'est un dossier toujours pendant, il faut faire attention. Parce que si on vous dit que ce dossier n'est pas encore jugé, ça va vous surprendre. 10 ans toujours, c'est absolument. C'est pas plus de 10 ans maintenant que le dossier n'est pas encore jugé. Tout ça, ça fait partie des dysfonctionnements de la justice. Mais les motifs là, ce n'est pas ce que vous dites. Oui. Et moi, j'ai été toujours un partisan de la lutte contre l'impunité et favorable à la probité dans la gestion des affaires publiques. Donc, mais Sidi a été interpellé tout simplement parce que Sidi avait fait des lettres décisoires pour mettre fin
à la fonction de fonctionnaire mis à sa disposition. Et il voulait que ces fonctionnaires se mettent plutôt en disponibilité. Ce qui est pour des fins personnelles. Si c'est l'intérêt privé, vous vous mettez en disponibilité. Sinon, la position d'un fonctionnaire d'un service à vocation d'intérêt général, c'est quand même le détachement. Il a pris le soin de requérir l'avis de 2 ministres à l'époque. Le ministre de la fonction publique, qui se trouvait être maître Abdoulwahab Berté, qui lui a répondu pour lui dire non, la position d'un fonctionnaire, c'est pour juriste aussi. Pour l'intérêt général, c'est le détachement, c'est pas la disponibilité. Et il a aussi requis l'avis du ministre de la Justice, qui lui a répondu la même chose. Mais malgré tout, il est passé outre. Et ces fonctionnaires-là, ils étaient, je crois, 11 des magistrats aux policiers qui étaient au niveau du bureau. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait que peut-être un seul fonctionnaire qui avait obéi à son desiderata, c'est-à-dire la mise en disponibilité, qui se trouvait être M. Moumouni Indo. Donc, ils ont porté ces lettres décisoires-là à l'appréciation de la Cour suprême, donc qui a invalidé cette décision. Et malgré tout, ils sont allés maintenant avec un huissier pour aller exécuter cela, c'est-à-dire lui dire, vos décisions ont été quand même annulées par la Cour, nous venons réintégrer nos bureaux. Il les a empêchés, il a désactivé leurs badges. En plus, il a fait appel à la police. Et ça, c'est une infraction même criminelle. Ça fait partie des attentats à la liberté. Donc, c'est pourquoi il a été poursuivi. Oui, mais M. Diarra, effectivement, c'est vrai. C'est pour cela qu'il a été proposé. Mais vous ne pouvez pas ne pas reconnaître quand même les relents corporatistes de votre décision à l'époque. Non, absolument pas. Parce que ça concernait à l'époque quelque chose, un procureur qui vous était très proche, Daniel Tessougué, que tout le monde connaissait. Donc, vous avez pris fait et cause pour vos amis magistrats qui étaient concernés par cette mesure à l'époque. Qui étaient considérés comme son formateur. Hein? Effectivement aussi. On connaît les connexions que vous entretenez quand même avec certains des magistrats concernés par la mesure de Sidi Soso Diarra. Quel genre de connexion? Mais des connexions corporatistes. Non, absolument pas. Ah, si. Absolument pas. Si. Je vous dis que il y avait des connexions corporatistes. Il y avait combien de magistrats sur les 11 personnes? Sur 11 personnes. Le leader de la contestation était Daniel Tessougué. Mais si Daniel Tessougué était aussi fort, écoutez, s'il était aussi fort, pourquoi il a eu besoin d'aller devant la justice? La justice, c'est pour tout le monde. Parce que absolument. Il était justiciable. Alors, et il était certain d'avoir pratiquement gain de cause auprès de ses confrères. La situation se pose quoi, même actuellement. Actuellement, personne n'a comment on appelle, quelque espoir de gagner une action judiciaire contre un magistrat auprès des magistrats. C'est une évidence. Okay. Il va répondre. Allez-y. Si c'est le cas, peut-être que ces adversaires des magistrats ne savent pas s'y prendre avec la loi. Sinon, un magistrat, c'est un justiciable. Moi-même, je suis un exemple. Je donne toujours l'exemple du magistrat justiciable. La preuve, c'est que nous-mêmes, nous sommes très malheureux aujourd'hui, avec des procédures, même si c'est des procédures fallacieuses, parce qu'on se défend si bien. Dramane Diarra, il y a, s'il vous plaît, on va terminer avec ce dossier. Allez-y. Ce dossier-là, de procédure. Moi, je vous invite pour mettre fin, pour clore ce débat. Monsieur le Président, on va clore. Attendez, pour clore ce débat, je vous invite à aller faire un tour chez mon aîné Sidi Soso Diarra, qui a demandé à me voir 2 ans après. Il m'a vu, il vous dira qu'est-ce qu'on a eu pendant ces échanges-là et qu'est-ce qu'il m'a dit. Mon problème n'était pas là au débat. Terminé. Vous vous êtes acharné. Écoutez-moi. Et ce que vous avez dit, c'est très très grave pour dire que c'est pour le pouvoir. Oui. Ah non. Je reviens à ça. Tout le monde connaissait mes relations. Monsieur Diarra. Mes relations un peu sulfureuses avec d'ailleurs le pouvoir parce que le président qui était là à l'époque ne pouvait pas comprendre que un Malien pouvait agir seulement sur sa conviction et uniquement sur sa conviction. Et ce n'était pas seulement sur ce dossier-là. Monsieur Diarra, ce qui est troublant, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de dossiers contre des fonctionnaires véreux. La justice ne s'est pas acharnée sur ces fonctionnaires. Pour des procédures administratives, pour revenir à ce qu'il a dit, pour des procédures administratives, un haut perché de la République qui faisait du bon travail, on le jette en prison.
alors que les fonctionnaires véreux avaient leur dossier. La justice ne bougeait pas par rapport à ça. Monsieur, mais quand il s'agit d'une procédure administrative concernant Sidi Soso Diarra, parce que beaucoup de cadres maliens étaient contre lui à l'époque. Peut-être que vous aviez à l'époque des amis qui étaient contre Sidi Soso Diarra. Donc on a pris le dossier rapidement. On va aussi lui laisser la chance d'opiner là-dessus. Moi, je ne gérais pas l'ensemble de la justice. Même aujourd'hui, je ne gère pas l'ensemble de la justice. Mais c'est de notoriété que je suis quelqu'un de propre, quelqu'un de régulier. Je suis réputé pour ça. Constant. Ah oui, non, j'ai une réputation. Hein? J'ai une réputation par rapport à ça. Tout le monde le sait. On n'a pas compris la célérité avec laquelle vous avez votre plus grande réputation, alors qu'il y en a d'autres qui traînaient. Aucun dossier ne traînait devant moi. C'est cela, détrompez-vous, aucun dossier ne traînait devant moi. Ne gérez pas Moi, je ne gère pas tous les dossiers. D'accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que je ne fais pas partie presque des pourfendeurs de la justice? Monsieur Dra, depuis près d'une semaine, des rumeurs persistantes annoncent l'imminence de votre éventuelle arrestation. Est-ce que ces rumeurs-là vous inquiètent déjà? Non, nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à ces rumeurs, mais puisque c'est des rumeurs, comme je l'ai dit souvent, au-delà de... Vous les prenez au sérieux? Au-delà de mon statut, je parle de moi, au-delà de mon statut de magistrat, je le répète, je suis d'une très grande famille. Je suis quand même connu. Ça fait 22 ans que je suis dans la magistrature, mais bien avant la magistrature, j'étais quelqu'un déjà de très suffisamment connu au Mali et même ailleurs. Donc, il est normal que quand il y a des rumeurs comme ça, il faut quand même rassurer les siens. Donc, c'est pour ce faire. Sinon... Pas une fuite en avant? Comment? Votre réaction sur ces rumeurs? Non, notre réaction, parce que effectivement, c'était des rumeurs. Mais c'est des rumeurs, même quelques-uns du milieu magistrat qui se faisaient écho de cela. Donc, il est important. C'est les ballons d'essai. C'est possible, mais un dossier n'est pas comme ça. Et puis, nous, on ne sera jamais des clandestins dans notre pays. Tout ce que nous faisons ouvertement devant tout le monde et suivant la loi. Okay. Revenons à notre sujet, le sujet du jour, sur la position de l'appel du 20 février par rapport au référendum. Il faut qu'ils me disent par rapport à cette rumeur-là. Il y a une autre rumeur qui a précédé cette rumeur. Oui. On a comme l'impression que c'est quand même une psychose. Il y a aussi une rumeur qui avait un peu parcouru un moment les réseaux sociaux de votre, je sais pas, des inquiétudes que vous ressentez du côté, par exemple, de la sécurité d'État. Et vous avez fait partie pour dire que il y avait des agents de la sécurité d'État sont en train qui rôdaient autour de votre maison. Qui rôdaient d'ailleurs. Hein? Comment l'histoire s'est terminée finalement? Et sur quoi vous vous basez pour penser que... Non, il n'y a pas... Ça, c'est des éléments qui n'ont pas besoin de développement. J'ai dit juste ce qu'il fallait dire. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas dans le milieu, contentez-vous de ce que vous avez entendu. Non, mais vous l'avez rendu public. C'est pourquoi vous suscitez l'intérêt du public pour la chose. Et là, vous êtes en train de sévrer... Vous êtes en train de sévrer le public d'informations alors que vous l'avez suscité son intérêt pour la chose. Qui peut dire aujourd'hui que nous ne suscitons pas de l'intérêt? Et puis que nous sommes en train de jouer notre partition citoyenne par rapport à ce processus de révision ou, entre guillemets, de projet de nouvelle constitution. L'intérêt est là. Ok, Chana, restons à la nouvelle constitution. Oui, nous avons l'impression que vous accusez trop la justice, vous parlez de dysfonctionnement, mais nous avons l'impression que vous êtes aussi dans une logique de règlement de comptes personnel. Ce qui vous amène de plus en plus à vous politiser, à rentrer dans le jeu politique, à être partisan. Est-ce que votre statut de magistrat vous permet une telle attitude? Partisan de qui? J'ai l'impression, si vous continuez sur ça, les gens n'auront pas d'intérêt pour ce débat parce qu'on a débattu de ça la dernière fois. Et amplement. Effectivement. Puisque les statuts de la magistrature... Moi, je n'étais pas là. Oui, mais le téléspectateur était là, Le téléspectateur était là, parce que tu vois, la répétition dans ce contexte-là n'est pas mauvaise. Moi, personnellement, je dois vous juger aujourd'hui et j'ai l'impression que vous êtes
dans un règlement de compte personnel et que vous vous politisiez de plus en plus. Il peut commenter la partie. Nous réglons le compte à qui? Puisque nous ne sommes même pas en position de régler des comptes. Au contraire, nous subissons des règlements de comptes. Donc, l'un comme l'autre, vous subissez, donc vous vous défendez en réglant aussi de comptes. Nous défendons. Si vous voyez même le processus, vous voyez que nous, on ne prend pas l'initiative. Chaque fois, c'est nous qui sommes sur la défensive. On réagit. Donc, ce n'est pas nous qui réglons des comptes. Mais d'autres qui veulent régler des comptes par rapport à nous. Et même par rapport à nos associations, à nos syndicats, on l'a suffisamment évoqué. Chérif l'a évoqué ici. Oui. Moi-même, je suis revenu là-dessus. Oui. Et notamment par rapport au ministre de la Justice, qui a une rancœur par rapport même à la naissance, qui ne reconnaissait même pas la REPSIMA au départ. Mais il a été obligé de reconnaître cette structure-là. Même lors du dernier dossier, il a écrit noir sur blanc, syndicat très minoritaire. Vous voyez, donc c'est cela. Et lors du dernier mouvement, même lors du dernier mouvement, on a encore des militants qui ont subi, qui ont été victimes de ce mouvement-là. Et ça avait été le cas déjà sous Malik. Moi, quand j'étais en commune 4, je n'étais pas le seul déplacé. Mais même le président de la commune 4, qui est aujourd'hui inspecteur en chef des services judiciaires, et le président de Bougouni qui vient de quitter pour Ségou, nous avons tous été victimes de cela. Donc, il faut savoir, dans la fonction publique, il faut savoir faire la part des choses entre le personnel et le service public. D'accord. Allez-y. Monsieur Diarra, effectivement, comme il l'a dit, vraiment, le temps presse. On en arrive au sujet. Aujourd'hui, déjà, vous voyez que le processus référendaire est parti comme sur chapeau de roue, n'est-ce pas? Il y a eu un grand meeting aujourd'hui. Il se trouve que votre position est nette là-dessus. Et contrairement à certaines de vos composantes, c'est-à-dire je veux parler des composantes du 20 février, vous étiez déjà dans une logique de ne pas même pas laisser d'empêcher la démarche s'amorcer. Oui. La démarche s'amorcer. Quelles sont, je sais pas, les irrégularités que vous reprochez à la légalité, ou bien quels sont les éléments que vous avez contre la légalité de ce processus? Mais vous savez que tous les processus est inconstitutionnel. Tous les processus. Ce processus est mené au moyen de quoi? Au moyen du décret du président de la transition. La constitution de 1992, c'est celle-là qui gère le pays. C'est celle-là qui régit la République du Mali. C'est sur ça qu'il a prêté serment. Exactement. Au-delà de ça, lorsqu'il y a eu le coup d'État, on a eu besoin d'une charte pour réguler le temps de nous retrouver, de revenir sur le chemin de la démocratie, donc de l'ordre constitutionnel. Et même cette charte ne lui donne pas cette opportunité-là de réviser la Constitution, encore parler de nouvelle Constitution. La charte a eu pour vocation de mettre en place 3 institutions. Le président de la transition, le gouvernement de la transition, 3 organes, et le Conseil national de transition. Mais la charte elle-même, pour tout le reste, renvoie à la Constitution. Oui. C'est pourquoi la justice marche aujourd'hui. C'est pourquoi des lois sont votées aujourd'hui. Tout ça, c'est la Constitution. Donc, nous vivons à l'ère de la Constitution. Maintenant, un projet de révision constitutionnelle, vous savez que l'initiative appartient concurremment au président de la République, pas au président de la transition. Un président de la transition n'est jamais un président de la République. Le président de la République est défini dans l'article 30. Alors, il est tout comme de la Constitution. Il est tout comme. Il n'est pas tout comme. Traoré a été président de la transition, président de la République. Il n'y a pas tout comme. Oui, ça c'est la nuance. Non, jamais, puisque vous avez dit jamais. C'est pourquoi il faut ramener les choses à leur truc. Là, c'est constitutionnel. Ouais, c'est constitutionnel. Le cas de John Kounda. Exactement. Voilà. Ça s'est opéré dans le cadre de la Constitution. Oui. Donc, un président de transition, le président de la République, c'est quelqu'un qui est élu qui tire sa légitimité de la Constitution. Élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire. C'est clair. Et c'était le cas de John Kounda, c'est vrai. Donc,
si vous n'avez pas d'Ongounda, parce que la Constitution a prévu que si le président démissionne, le président de l'Assemblée devient président. C'est une transition constitutionnelle. Le temps d'organiser maintenant les élections. D'accord, un premier point. Voilà. Oui, alors, c'est ça, c'est tout ce que vous avez comme argument pour dire que il existe d'autres. Si vous dites que c'est tout, ça veut dire que... ce n'est pas restrictif. Je veux savoir s'il y en a seulement de plus. Non, je vous dis que tout le processus est inconstitutionnel. Parce oui, que mais il se trouve que dans vos rangs... Chaque acte pris par le président de la transition, et dans ce cadre-là, il part des visas de la Constitution. Bon, vu la Constitution. Dans vos rangs. Alors que ces textes-là ne peuvent pas avoir leur ancrage dans la Constitution. Bon, donc c'est illégal. Quand le processus est illégal déjà, il n'y a pas lieu, on ne peut pas y aller. Et c'est pourquoi nous avons dit... Parmi vous, il y a des gens qui sont en train de voter aujourd'hui, de mettre ça déjà derrière eux, qui ne discutent plus de ça. Ils sont déjà dans une démarche de voter non. Parmi les gens, même du 20 février. Est-ce qu'on peut dire qu'en réalité... Ce n'est pas antinomique. Oui, est-ce qu'en votre sein, il y a... on peut dire qu'il y a des dissonances. Non, il n'y a pas de rififi en notre sein. Déjà, il faut savoir que vous comprenez mal même la composition de l'appel du 20 février. D'abord, c'est des structures, chacun individuellement, qui s'était quand même prononcé contre ce processus-là. Ce sont ces positions-là qui nous ont rapprochés en tant que citoyens. Donc, contrairement à ces gens-là qui pensent que c'est un cadre politique, ça ne peut pas être un cadre politique. La Constitution n'est pas une affaire de politique. La Constitution, c'est une affaire de citoyens avant tout. Si on ne vous entend pas, alors que vous êtes un grand bavard dans ce processus-là, c'est que vous manquez à votre devoir. Parce que chaque citoyen, il appartient à chaque citoyen, pas seulement de voter, mais de faire entendre sa voix. Surtout quand vous avez une compétence en cette matière-là. Vous avez le devoir de vous faire entendre. Monsieur le Président, dites à l'accusé de retirer son mot bavard. Bon, ça passe, il n'y a pas de problème. Monsieur, non, on va vous passer la parole. Monsieur Diarra, votre appel... Sauf si ça, c'est une infraction à l'audience. Sinon... Non, je sais que aussi ça fait le charme. Hein? Vous aviez promis d'œuvrer. Non, c'est pas. C'est un outrage. Non, c'est pas péjoratif. C'est un outrage. C'est pas péjoratif, c'est pour même jeter des fleurs à ce membre du jury. J'aurais pu dire qu'il est loquace. Qui n'a pas sa langue dans la poche. On ne va pas s'attarder sur ces détails. Qu'il est loquace. Oui. Il n'a pas sa langue dans la poche. Monsieur Diarra, c'est ce que je suis tenté de dire. Votre regroupement avait annoncé que vous allez vraiment œuvrer pour empêcher la tenue de ce référendum. Voilà qu'il est prévu pour ce 18 février. Les campagnes sont pleines déjà. Est-ce que finalement votre mot d'ordre n'a pas finalement pu être respecté déjà? On peut le dire ainsi? Si. Mais on vous a dit qu'on va empêcher comment? Par des voies légales. Et nous sommes dans ces voies légales-là. Je vais vous dire déjà, en ce qui concerne au moins un membre dont je suis au courant de l'action, Cheikh Mohamed Chérif Koné, qui a déposé sa requête aux fins d'annulation pour inconstitutionnalité d'un acte réglementaire parlant donc du décret de convocation du collège électoral par rapport à ce scrutin référendaire-là. Chérif a déposé sa requête sans numéro le 26 mai 2023 au niveau de la Cour constitutionnelle. Et moi-même, j'ai dû déposer ma requête le 2 juin 2023 à 16h47, sans numéro aussi, à la Cour constitutionnelle. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Donc, on attend que la Cour constitutionnelle puisse réparer rapidement. La Cour a combien de jours pour se prononcer? Cette mascarade-là. Elle a combien de jours pour se prononcer? Je ne peux pas dire, c'est une question d'opportunité, parce qu'il y a deux phases pour porter... À quel titre Il y a deux phases pour porter... je crois que le débat serait important. Vous pourrez me juger, mais le débat serait important si les téléspectateurs puissent nous suivre. Il y a deux étapes en fait. Parce que on dit les opérations référendaires. C'est un regroupement d'actions qui vont depuis la convocation du collège électoral jusqu'aux opérations, au scrutin même. Alors, pour ce qui concerne des requêtes
suivant même les opérations de vote, ça c'est, les électeurs ont 7 jours à partir de la date du scrutin pour porter les requêtes. Mais déjà, par rapport à la convocation du collège électoral, nous avons fait des requêtes dont il appartient à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Vous ne répondez pas à ma question, vous êtes en train de tourner là. Sauf que ce n'est pas votre question. Écoutez-moi. Ce n'était pas votre question. Je dis les requêtes déposées. La Cour a combien de jours pour se prononcer sur ces requêtes parce que le référendum c'est le 18. Vous n'avez pas compris, j'ai dit que c'est une question d'opportunité. Voilà. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui est intéressant, qui peut intéresser également le public, contrairement à ce que vous pensez, c'est de savoir à quel titre est-ce que vous avez qualité de déposer des requêtes auprès de la Cour constitutionnelle. Absolument, on a qualité. En vertu de quel... Il suffit de prouver que tu es électeur, que tu es inscrit sur la liste électorale. Oui. Donc c'est en cette qualité-là. Et les listes ont été déjà affichées? Vous êtes au courant? Comment vous avez pu savoir que vous êtes électeur et que vous êtes déjà... Mais quand même, c'est les mêmes listes-là. Vous avez une carte d'électeur. Oui. Moi, en tout cas, j'ai une carte d'électeur. En attendant la nouvelle, j'ai déjà une. Donc, qui permet de prouver ma qualité d'électeur. D'accord. Allez-y, Chana. Encore une fois, on parle de processus référendaire. Vous avez parlé de l'opération le jour du vote même, où il peut y avoir des requêtes, le juge a 7 jours. Et comment est-ce que par rapport, à votre requête, vous laissez ça dans le cadre d'opportunité? Cela veut dire que vous-même, vous rendez compte que c'est quelque chose de morné. Je ne vous ai pas dit que la Cour se prononce sur 7 jours. J'ai dit que ceux qui portent les requêtes ont 7 jours. 7 jours? Oui. Mais la Cour a un délai pour se prononcer. Non, la Cour, non, c'est pas défini. C'est pas défini, c'est pas dit que la Cour doit se prononcer avant tel jour. Est-ce qu'elle est obligée? Est-ce qu'elle est obligée? Absolument. De se prononcer elle est obligée de vider sa saisine. Elle est obligée. Je vais vous dire. Objectivement, si elle doit vider votre saisine, ça doit se faire avant le référendum. Absolument. On s'attend à ça. Parce qu'il y a quand même la jurisprudence qui est là. Et cette même cour constitutionnelle a vraiment eu des précédents qui font notre fierté aujourd'hui. Nous, on a pour référence deux arrêts de cette Cour constitutionnelle. Avec, en 97, des gens comme très renommés. Je pense que l'essentiel est décédé aujourd'hui. Kanouté. Avant Kanouté était bien là, mais il y avait Ablaye Diko, fait Ablaye Diko, fait Abdraman Baba Touré, fait Salif Kanouté, fait Salif Diakité, fait Abdoulaye Diarra. Ça, c'est des grands noms. Aïssata, Madame Koulibaly, Aïssata Sissé, je ne sais pas si elle est toujours là. Fait Bourama Kansaï. L'essentiel est quand même décidé aujourd'hui. Mais c'est des arrêts de référence. Notamment l'arrêt 97-035 du 3 avril, qui était justement par rapport à la convocation du collège électoral pour les élections législatives. Donc, un décret, si vous voyez un décret au niveau de la Cour constitutionnelle, sinon les décrets généralement c'est au niveau de la Cour suprême, la section administrative. Mais si vous voyez un décret au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est parce que c'est un rapport avec des élections dont la régularité est contrôlée justement par cette Cour. Et c'est le cas des élections législatives, c'est le cas de l'élection présidentielle, c'est le cas de l'élection référendaire. Allez-y, Abdraman. Abdraman, allez-y, s'il vous plaît. Oui, mais c'est par la nature. C'est-à-dire parce que le décret porte sur la convocation du collège électoral sur une question qui est gérée par la Cour constitutionnelle. C'est ce arrêt de principe-là. Donc, le juge administratif vous dira que la Cour constitutionnelle m'a dépouillé de cet aspect-là en raison de ce fait-là. L'article 86 notamment et de la Constitution. Allez-y, Abdraman. Oui, et vous n'êtes pas le seul obstacle à ce référendum. Il y a des voix dissidentes qui résonnent depuis Kidal, depuis quelque temps, pour refuser également que le référendum se tienne sur un certain territoire. Quelles peuvent être les incidences, vous en tant que juriste, de cet état de fait, du fait qu'en réalité le référendum pourrait se tenir partout, un peu partout au Mali, sauf par exemple sur un territoire bien donné comme Kidal. Mais il n'est un secret pour personne. De validité.
que même au-delà de Kidal éventuellement, il y aura d'autres endroits où ce scrutin ne pourra pas se tenir. C'est pourquoi l'article 118, encore une fois de la Constitution, dit que l'on ne peut avoir recours à cette révision-là que on joue de la plénitude de notre territoire. Donc, l'article est très clair. Quand même, qui est ce Malien aujourd'hui et qui peut avoir un minimum de certitude pour dire que le 18 juin, ce scrutin se déroulera sur l'ensemble du territoire national? Ça, c'est chimérique. Donc, c'est pourquoi nous ne pensons pas seulement que ce scrutin est inconstitutionnel et illégal. C'est un scrutin qui est égoïste. C'est un processus qui divise déjà les Maliens. Mais au-delà de ça, on est dans l'impréparation absolue. La preuve, c'est que même hier, 7 juin 2023, il y a eu un projet d'ordonnance. Donc, en plein dans la campagne, on est encore en train de prendre des actes d'organisation. Donc, oui, effectivement, là aussi, je veux savoir un peu la position et puis les clarifications du juriste que vous êtes. Est-ce comment prendre une ordonnance pendant que les législateurs sont en train de siéger et les législateurs vont continuer de siéger jusqu'après le référendum pour lequel on a pris cette ordonnance-là? Je vous dis, on est totalement dans le déni du droit dans ce processus-là. C'est pourquoi nous sommes rassurés que la Cour va prendre toute sa responsabilité. Puisque normalement, on ne prend des ordonnances pour légiférer que quand les législateurs ne sont pas sur place. Mais on constate aussi avec leur autorisation. Mais ils ont déjà autorisé. La loi d'habilitation. Ils ont déjà donné la loi d'habilitation. Et l'ordonnance a dit. Si siège, ils ne donnent pas. Et souvent des ordonnances qui sont en contradiction même avec la loi électorale. Bon, d'accord. Mais selon vous, par quel mécanisme on peut retourner aussi rapidement, si vous-même vous reconnaissez qu'on ne peut pas organiser des élections sur un territoire aussi insécure? Par quel mécanisme peut-on objectivement en arriver à l'ordre constitutionnel, au retour à l'ordre constitutionnel? Mais ça se rapporte au scrutin référendaire, mais pas aux autres élections. Les autres élections, vous consentez que les autres élections... Il faut lui retirer la parole. Allez-y, terminez. Le problème de Chana, c'est qu'il sait qu'on prend du temps que quand ça ne concerne pas. Terminez, Abdraman, s'il te plaît. Vous voyez. Allez-y. Jamais. Allez-y. Je sais combien. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on peut s'accommoder de normes, vous en tant qu'observateur d'ailleurs, vous êtes juriste et doublé également de la qualité d'observateur, vous pensez qu'on peut s'accommoder de normes minimalistes pour les autres élections? Absolument. Et si vous m'avez suivi depuis le départ de ce processus-là, je vous ai dit qu'un président élu par 1, 2, 3, je dis bien 3 personnes, vaut mieux qu'un président de transition. Ça a tout son sens. Ça veut dire, au Burkina, vous avez vu qu'il y avait l'insécurité. Dans le monde entier, il y a des parties du monde où il y a, pour cause d'insécurité, on ne peut pas organiser les scrutins par rapport à la présidentielle, par rapport aux législatives, mais c'est le consensus qui s'opère. Lorsque c'est de façon consensuelle que les gens sont d'accord par rapport à la carte sécuritaire, dans tel lieu, il est presque dangereux, sinon il est dangereux de vouloir y tenir le scrutin. Les gens s'entendent sur là où le scrutin doit se tenir. Donc, en ce moment, le président peut être élu, les députés peuvent être élus. D'ailleurs, il faut vous rappeler que ce n'est pas le référendum, ce n'est pas la Constitution qui nous permet de revenir à l'ordre constitutionnel. Non, c'est l'élection d'un nouveau président de la République. Or, nous sommes aujourd'hui à 8 petits mois de la fin de cette période transitoire. Nouvelle prolongation. Le 24 février. Abdraman, vous n'allez pas relancer le débat, allez-y. Le 24 février. Oui. Et en matière d'organisation de scrutin, ce n'est pas effectivement 8 mois qui restent. Parce que le collège sera convoqué dans 5 mois. Et or, dès qu'il y a convocation du collège électoral, on est en plein dans les élections. Donc, avec cette impréparation criarde que tout le monde constate, il est mieux de concentrer les efforts sur ce qui nous permet de sortir de la transition. D'accord. Chana, posez votre dernière question. Dernière question oui, déjà. Allez-y. Oui. Une question peut-être de compréhension. Vous avez évoqué
l'article 118 qui ne permet pas de façon très claire d'organiser un scrutin référendaire si une partie du territoire est occupée. Oui. Ça, c'est l'article 118. Mais le consensus dont vous parlez permet d'organiser la présidentielle et les législatives, mais pas le référendum si une partie du territoire est occupée, si on n'organisait pas le scrutin sur une partie du territoire. Maintenant, ce que je voudrais savoir par rapport à Kidal que Abdraman a évoqué, si à Kidal, il n'y aurait pas de vote, est-ce que vous allez demander encore, formuler une autre requête pour demander l'annulation du scrutin sur la base de l'article 118? Si ce scrutin se tient... Non, j'ai dit que c'est une question d'opportunité et d'étape. On a déjà d'ailleurs beaucoup de requêtes par rapport à la campagne. À supposer que vos requêtes-là sont rejetées et qu'on organise le scrutin comme c'est la logique, on voit comment les choses se dessinent. Il y aura le scrutin le 18, quelle que soit l'impréparation ou l'inorganisation. Mais la seule certitude au jour d'aujourd'hui, Kidal ne votera pas. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Si Kidal reste en marge du processus, est-ce qu'une autre requête est possible pour demander l'annulation du scrutin à raison de cette situation? Absolument. Je vous ai dit qu'il y a une deuxième phase des requêtes liées aux opérations le jour du scrutin. Ça fait partie de ces opérations-là. Y compris d'ailleurs les opérations de vote. Les violations de loi en période de campagne. Ça aussi, il y en a plein. Mais tout cela va intervenir avec les opérations référendaires au lendemain donc, du scrutin. Il y aura aussi des requêtes sur ces éléments-là. Monsieur Diarra, vous avez décidé de saisir les instruments cours constitutionnels ici au Mali. Malgré, nonobstant cette saisine, vous avez également saisi des instances régionales et sous-régionales. Est-ce que ces deux approches aussi ne sont pas antinomiques quelque part? Non, il n'y a aucune antinomie. D'abord, la question est peut-être mal formulée. Ah oui, c'est après épuisement de tous les recours au niveau national. Non. Il y a une... Sauf que vous attendez une décision. Il y a une incompréhension parce que... il n'y a pas une saisine. Il n'y a pas une saisine. Il y a une correspondance pour ample information. Vous savez que le 5 mai, lorsqu'il y a eu la convocation du collège électoral... À quel effet? Lui, à la télévision nationale, par le porte-parole du gouvernement, ce même jour, il y a eu un communiqué même très laconique de la CEDEAO, donc pour dire... Pour les féliciter. Dire en substance, féliciter, le gouvernement, parce que la félicitation est venue parce que c'était le premier acte que la CEDEAO voyait sur le chemin du retour à l'ordre constitutionnel. Donc ce n'était pas autre chose. La CEDEAO n'est pas allée loin. Elle a donc dit, marquant une étape importante dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition. D'accord. Mais c'est l'Union africaine qui a agi peut-être le lendemain et qui est allée, dont le communiqué est quand même un peu plus approfondi, qui a aussi salué les efforts, mais qui a dit surtout qu'il fallait que tous les acteurs s'engagent de manière constructive avec les autorités de la transition dans la construction d'un État inclusif, démocratique et capable. Et devrait de mettre en œuvre, dans la mise en œuvre efficace et sans heurts du mandat de transition. C'est tout ce qu'on a demandé à cette transition depuis le départ. Une transition, ce n'est pas un régime de X ou de Y. Une transition, c'est un moment de communion. Une transition, c'est un moment de vérité. Elle est inclusive. Absolument. Mais on a tout dit, on ne nous a pas entendus. Voilà qu'on en est là aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, vous voyez les limites du chemin emprunté par les structures de la transition. Parce qu'ils ont fait fi de tout ce qu'on a demandé et qui étaient les garanties d'une bonne transition. Et aujourd'hui, vous voyez les retournements de veste de certains acteurs qui dénotent quand même de la frilosité dénoncée par ailleurs par rapport aux acteurs politiques. Mais si vous constatez aujourd'hui, comme vous le disiez, les partisans du oui et du non, vous voyez où se trouve la qualité. La qualité des intervenants, c'est quand même du côté du non ou de ceux qui disent de retirer le projet. Allez-y, Abdraman, pour la dernière question. Pour la dernière question, on va constater les derniers mouvements que votre corporation a connus. Vous l'avez déjà évoqué
je l'avais déjà effleuré en disant que vous en avez fait les frais, que vos partisans du mouvement en avaient fait les frais, mais ça a connu quand même des changements notoires dans la carte judiciaire du pays, tels que, par exemple, l'avènement d'un tribunal consacré à la cybercriminalité. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous pensez de cette opportunité de créer, et puis des conditions, si les conditions réellement sont réunies pour un truc, l'opérationnalisation. Un tribunal qui n'est par ailleurs pas dirigé par un tribunal, mais un parquet. Non, c'est effectivement un parquet, oui. Un parquet consacré à ça. Non, c'est tout un ensemble. Je suis dans un service quand même où la politique nationale en matière pénale, civile, commerciale et sociale est élaborée. Donc, si c'est pas seulement le parquet qui est mis en place, c'est toute la chaîne, c'est la juridiction. Voilà, juridiction, effectivement. Ouais. C'est toute la juridiction. Mais comme toute nouvelle création, il y a des préalables à accomplir. Surtout que la cybercriminalité est un domaine extrêmement spécifique, non seulement spécifique, mais qui connaît une évolution fulgurante. Donc, il faut quand même songer à se préparer, à former. Ah. Parce que là même, la preuve en la matière n'est admissible que lorsque c'est vérifié par les experts. Ouais. Donc, il faut songer, on l'a dit au moment de l'élaboration de cette loi-là, qu'il faut quand même des cadres de concertation de beaucoup d'acteurs multidisciplinaires, que ce soit... Laquelle loi? La loi sur la cybercriminalité ou bien la décision de créer cette juridiction? La création de la juridiction. Oui, la création du pôle cybercriminalité. Ouais. Donc, il est nécessaire, dans beaucoup d'autres pays, on met en place d'abord ce consortium d'experts-là, pluridisciplinaires, non seulement des enquêteurs, mais aussi des experts. Il y a beaucoup de privés qui sont experts dans ces domaines-là. Oui. Donc, il faut des plateformes d'abord. Faute de quoi? Mais faute de quoi, les jugements connaîtront quand même les jugements. Avant d'arriver au jugement, les inculpations d'abord. La preuve souffrira. Les inculpations. La preuve souffrira parce que ça permet d'avoir des preuves exactes. Monsieur Diarra, voilà. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Nous sommes dans les secrets de la délibération. Ouais. Je pense que, en termes d'impression, il n'en a pas laissé aujourd'hui, moins que ce qu'il nous a laissé déjà la dernière fois. Il est resté constant quand même par rapport à ses positions. Très courageuse dans ce qu'il pense de la situation dans le pays, et très engagé dans son rôle vraiment d'acteur public, et déterminé à changer les choses. Je l'ai trouvé quelque part un peu nerveux. C'est peut-être à cause de la présence de Chana. Qui lui guettait quand il mettait son mandat de dépôt déjà. Et de son art de perturber les invités, de les mettre hors d'eux. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, je pense que notre invité de ce soir n'a pas démérité aujourd'hui comme hier. Et je vous demande de reconduire la sentence. Chana, nous sommes dans la délibération. Merci, Monsieur le Président. Abdraman Diarra, incontestablement, est un bon cadre, un grand magistrat, un homme d'une bonne moralité. Mais je persiste à croire qu'Abdraman Diarra va au-delà des missions de son association. Je persiste à croire encore qu'il est dans un règlement de compte personnel. Je persiste à croire qu'il a atteint le Rubicon et qu'il est dans la politisation. C'est vrai, il maîtrise les textes, il connaît les textes. Aujourd'hui, il est l'opposant numéro 1 de la République. Les partis politiques se sont couchés. On n'entend pas les partis politiques, même ceux qui sont pour le nom, se défendre, se battre, s'engager comme Abdraman, le magistrat. Imaginez demain si on le mettait en commune 4 ou en commune 6. Comment est-ce qu'il va juger? Parce qu'il est trop engagé contre le pouvoir actuel. Il est trop engagé contre la transition actuelle. Un magistrat de son rang, de mon point de vue,
ne doit pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas un opposant plus ferme, plus engagé que lui et Chérif Koné. Je ne vois pas des opposants plus engagés. Quelle est leur association? Même les partis politiques dits d'opposants, c'est de communiquer autour là. Mais lui, quand il explique, quand Chérif explique, il convainc. C'est des gens qui ont l'art de parler. Ils ont des arguments et des arguments juridiques. Ce qu'il dit, je ne dis pas que ce qu'il dit, ce qu'ils disent est faux, mais ce qu'ils disent rentre dans un jeu politicien. Au-delà du citoyen, ils sont dans une logique politique pour combattre le régime, pour faire tomber le régime. Imaginez-vous si demain, bien sûr, si la Cour constitutionnelle demain décidait de mettre... de façon légale. Hein? C'est la loi. J'ai dit, ça c'est la loi. La loi, c'est la loi. Ouais, mais c'est que vous dites, Dura l'excès de l'excès. Non, le magistrat que vous êtes. Avant tout, vous êtes fonctionnaire. Vous n'avez pas démissionné de la magistrature. Vous n'êtes pas en disponibilité. On n'en a pas besoin. J'ai dit, vous n'êtes pas en disponibilité. On n'en a pas besoin. Vous n'êtes pas en disponibilité. Nous sommes dans les secrets de la délibération. Vous n'êtes pas en disponibilité. Ça en a terminé et maintenant. je pense que, oui. Laissez-moi continuer. Et je pense que vous êtes allé trop loin. Est-ce que tu vois, par rapport au combat contre la transition, qui est pour vous un combat politique, encore une fois de plus, un règlement de compte personnel et une politisation de plus en plus accentuée de vos activités. Une politisation accentuée, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas les politiques. Vous avez pris la place de politique, au temps du BK, au temps d'ATT, où vous étiez procureur. On ne vous entendait pas sur des situations comme ça. Le temps est imparti à l'émission. Laissez-moi ne me perturber pas. Sauf que nous serons obligés, je serai obligé aussi de mettre un terme à l'émission. Monsieur le Président, terminez s'il vous plaît. Avec mon développement, le verdict se sent. Okay. Je pense qu'il faut condamner Draman pour qu'il puisse revenir au bon lieu. D'accord. Il faut condamner Abdraman, tu me laisses terminer. Allez-y. Abdraman, vous avez terminé. C'est pas toi qui je me Abdraman, vous avez terminé. Non, Abdraman. Allez-y. Est-ce que je t'ai terminé? Allez-y, Chana. Allez-y, Chana, s'il vous plaît. C'est pas toi qui donne la parole. Allez-y, Chana, s'il vous plaît. J'ai dit condamner M. Diarra pour que d'autres magistrats ne reprennent pas la même situation. Pour que demain, quand d'autres magistrats seront lésés pour une raison ou une autre, rentrent en rébellion contre la République. Rentre en rébellion contre le ministre de tutelle. D'accord. Jusqu'à en faire une question personnelle. D'accord. Monsieur le Président, vous sentez déjà... permettez-moi une dérogation, une digression, parce que j'ai été appelé par beaucoup d'étudiants maliens vivant au Maroc qui se plaignent. Depuis novembre, ils n'ont pas leur bourse. Oui. Ils vivent, ils souffrent. Donc il faut interpeller le ministère de l'Enseignement supérieur pour remettre les étudiants maliens qui sont au Maroc dans leurs droits. Depuis novembre, ils n'ont pas de bourse. Ça fera l'objet. Ils doivent se nourrir, ils doivent payer du loyer, tout ça là. Donc ils m'ont appelé pour me demander vraiment de relever leur cas dans le grand jury. Nous avons personnellement reçu une vidéo venant de ces mêmes personnes. Voilà, qui confirme. Oui, effectivement. Donc, au bénéfice donc de Monsieur le Président, non, une motion, Monsieur le Président. Allez-y. J'ai une motion à vous faire et attirer votre attention sur le fait que ce qui n'avait pas prévalu auparavant pour chaque Koné ne peut pas prévaloir pour Draman Diarra. C'est-à-dire chaque Koné était passé ici, nous l'avons acquitté. Oui. Pour les mêmes positions, pour les mêmes prises de position. Sauf que vraiment, il y a une incohérence. Qu'est-ce que vous... Je vous dis qu'il y a une incohérence dans les propos. Laissez-moi tirer les conséquences. Du magistrat Chana par rapport à cette Président, ce n'est pas habituel qu'il réagisse, donc je vais réagir aussi. Il faut réagir. On va finalement... La situation, Monsieur Koné avait passé ici, il avait été acquitté sur des situations qui ne sont pas les mêmes. La situation évolue. Après, oui, Chana, Monsieur le Président, j'ai bien compris. Pour que d'autres magistrats ne reprennent pas le même chemin. C'est bien compris. Après avoir... Condamne-le, il ne faudrait pas que d'autres magistrats fassent la même chose. Le magistrat doit rester là où il est. Après avoir écouté religieusement les deux réquisitoires qui sont en tout cas partagés,
j'ai la faiblesse de m'aligner derrière le réquisitoire proposé par... Non, on n'accepte pas ta faiblesse. Tu renvoies ça alors... Monsieur on n'accepte pas ta faiblesse. J'ai la faiblesse de m'aligner derrière le réquisitoire d'Abdraman Keïta. Ça n'est pas fair play ce soir. Il n'est pas fair play ce soir. Il est dans les règlements de compte. Pas du tout. Par conséquent, M. Draman Diarra, vous êtes libéré totalement des liens de l'accusation. Vous êtes acquitté un dernier mot. Merci beaucoup. Il faut quand même, il ne faut pas jouer avec les termes parce que j'ai entendu des termes, même si c'est de la part d'un magistrat qui m'évalue quand même aujourd'hui. Je pense que c'est lui qui est dans peut-être le règlement de compte qu'on ne sait pas, puisque depuis qu'il est venu, il est cramponné sur une seule question, alors qu'il a eu beaucoup de questions à poser dont il a été satisfait des réponses. Donc, nous, on n'est pas en train de déstabiliser quoi que ce soit. Tout ce que nous posons, c'est de la loi. Vous-même, vous l'avez dit. Mais ceux qui nous contredisent n'ont qu'à sortir pour nous contredire. Et pourtant, nos positions sont très publiques. Ce n'est pas des écrits. Donc, il n'y a pas de juriste pour nous contredire. Moi, je pense que par contre, vous êtes arrivé dans ce grand jury aujourd'hui avec une position quand même arrêtée. Mais je respecte votre opinion. Il y a des magistrats qui ne maîtrisent pas le statut des magistrats. À plus forte raison, vous, parce que ce que vous dites, là où le magistrat est, il doit rester. Mais ça, c'est une méconnaissance. D'accord. Le magistrat, c'est d'abord un citoyen avant tout. D'accord. Donc, et surtout sur des questions de constitution, tout le monde est appelé à y jouer sa partition. Donc, vous devrez ancrer cela dans vos connaissances. Autant de IBK, parce que peut-être que moi, je vous ai connu un soutien inconditionnel du régime IBK. Et demandez à tous ceux qui soutenaient le régime IBK, on me traitait également d'opposant par rapport au régime IBK. Moi, je suis comme ça. Je suis pour la République. D'accord. Je suis pour le bien de ce pays. Et je me battrai pour. Qu'est-ce que tu as fait comme opposant? Parce que moi, je te connais depuis autant à TT jusqu'à IBK. Tu n'as rien à l'époque. Il a dit qu'il est considéré. Il n'a pas dit qu'il est considéré par qui? Quels sont les actes? On ne va pas relancer le débat. C'est inexact ce qu'il dit. Écoutez, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je suis dans ces débats. Non, et tout le monde le sait. D'accord. Je constate quand même que vous êtes un magistrat instrumentalisé. Vous avez posé des questions par rapport à l'instrumentalisation de la justice au départ dans ce débat-là. Mais vous avez démontré aujourd'hui que vous êtes un magistrat instrumentalisé. Parce que je te condamne. Vous voyez que ce n'est pas facile. Tu vois, ce n'est pas facile d'être magistrat. Le verdict n'est pas favorable. Nous sommes au Mali. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne. Omar Barou, nous sommes au Mali. Oui. Et ce pays fut grand. Parce que ton réquisitoire. Oui, et même très grand. Tu n'as pas un verdict, toi. Tu as un réquisitoire. Je dis que nous sommes au Mali. Oui. Ce pays fut grand et même très grand. D'accord. De son territoire, certes, mais grand de ses femmes et de ses hommes, de sa culture, de ses us et coutumes, de son vivre ensemble, de son amour de l'étranger, au prix du labeur, de la rigueur, de la vérité, du consensus, de l'acceptation de soi et de l'autre, du respect de soi et de l'autre, de la confiance en soi. C'est pourquoi ce pays s'est montré résilient à toute épreuve jusque-là. Mais attention, qu'est-ce qui reste de ces valeurs aujourd'hui? Cette question a tout son sens. Très peu, je pense. Reconnaissons-nous, pendant qu'il est encore temps, ressaisissons-nous. J'invite les autorités donc de la transition à arrêter cette mascarade par rapport à ce processus. Il est dans un discours politique. À revenir aux fondamentaux pour un pays malade comme le nôtre, à revenir à la vérité, au rassemblement, à la rigueur, à la compétence, à la probité, à l'écoute et la compréhension mutuelle. Et pour conduire l'action publique. Nul n'a le droit de trimballer encore ce peuple tant meurtri pour des intérêts égoïstes. Ce serait vraiment immoral. Je vous remercie. C'est sur cet autre réquisitoire que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury, qui recevait comme invité M. Draman Diarra, magistrat et président de l'Alliance des générations démocratiques du Mali, membre très influent au niveau de l'appel du 20 février. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à M. Mohamed Cherif Kone au niveau de l'appel du 20 février. Au revoir.